Je vous rappelle que si vous voulez vous entraîner au QCM du Mindset 2 et réussir l'examen haut la main, vous pouvez cliquer dans la description et accéder à l'application Vino Mindset 2 dans laquelle on vous donne plein d'exemples de questions par chapitre et plein de conseils pour réussir l'examen. Quel est le profil du cépage ? Le Gamay donne des vins rouges secs à l'acidité élevée, au tanin faible et moyen, au corps léger et moyen. Si, pour faciliter l'apprentissage, tu veux le rapprocher d'un autre cépage du programme du Mindset 2, le plus proche en serait le Pinot Noir, qui partage ses caractéristiques d'acidité élevée, de corps léger à moyen et de tanin plutôt faible. Au niveau des arômes, on va retrouver de la cerise, de la framboise et de la prune rouge, qui sont les arômes dominants du Gamay. Dans quel climat et dans quelle région on va le retrouver ? Le Gamay, globalement, aime les climats frais et modérés pour lui permettre de garder son acidité élevée. Dans un climat trop chaud, il perdrait cette acidité qui en fait sa caractéristique et le style de vin qu'on aime bien dans un Gamay. En termes de région, le Gamay est quasiment synonyme de Beaujolais. Le Beaujolais, c'est une région qui est au sud de la Bourgogne et qui est d'ailleurs la seule représentée dans le livre du Mindset 2. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parlera que de celle-ci. En termes de vinification, il y a deux éléments à retenir, les deux éléments principaux sur la vinification. Le premier, c'est que c'est en contenant inerte, donc cuve béton, cuve inox, pour préserver ses arômes primaires. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a quasiment pas de bois pour garder la pureté du fruit. Petite info pour ceux qui se posent la question du Mindset numéro 3, eh bien c'est dans le Mindset 3 qu'on parlera de la macération carbonique du Gamay, qui donne notamment le Beaujolais nouveau et son fameux arôme de banane, qui fait l'unanimité ou non, à vous de me dire. Donc, si je résume un petit peu, le Gamay est un vin à boire jeune et je vous conseille de le déguster dans les 1 à 2 ans après la mise en bouteille. Maintenant, on se lance sur le petit exercice de la lecture d'étiquette qui fait partie de l'examen du Mindset 2. Vous avez 3 niveaux de qualité sur les étiquettes du Gamay dans le Beaujolais. Le premier, c'est les Beaujolais AOC qui donnent des vins simples et fruités. Le deuxième, on monte un petit peu en gamme, c'est le Beaujolais Village, qui donne des vins en général de meilleure qualité, souvent issus de zones un peu plus vallonnées, avec un meilleur ensoleillement. Et le troisième, le plus qualitatif, c'est les noms de crus, donc qui sont par exemple parmi les plus connus, Fleury, Morgon, Chirouble, pour vous citer les plus célèbres. Donc si vous voyez une étiquette où il n'est pas indiqué Beaujolais, mais seulement Morgon par exemple, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit et c'est bien un Beaujolais 100% Gamay. Qu'est-ce qu'on retient ? Le Gamay est donc un rouge sec, acide, léger et très fruité, aux arômes de framboise, cerise et prune. Il est peu tannique, souvent vinifié en cuve inox, pas de bois, à boire jeune, légèrement frais. La région principale, c'est le Beaujolais, que je vous invite par ailleurs à visiter. Et en termes d'étiquette, attention au piège, ce n'est pas parce qu'il n'est pas indiqué Beaujolais dessus que ce n'en est pas. Le profil typique du vionnier selon le Mindset, le vionnier va produire des vins blancs, sec, à l'acidité faible et moyenne, au corps moyen à puissant et au fort degré d'alcool. Et surtout, et c'est la grande spécificité de ce cépage, c'est des arômes très intenses. Côté arôme, justement, on va retrouver, et c'est les gros marqueurs, de la pêche, de l'abricot et des fleurs blanches. C'est un cépage très aromatique, beaucoup plus expressif qu'un chardonnay, par exemple. Et d'ailleurs, on voit souvent le vionnier en monocépage ou en assemblage avec du chardonnay, justement, qui va lui apporter de la complexité. Où est-ce qu'on va trouver le vionnier ? En fait, on va le trouver un petit peu dans le monde entier. Mais là où on va surtout s'intéresser, c'est surtout dans le nord de la vallée du Rhône, et en particulier l'appellation Condrieu, qu'il produit en monocépage. Et c'est un peu la région à retenir pour l'examen du WSET2. Niveau vinification, il est travaillé en contenant inerte pour conserver les arômes floraux, mais c'est possible de faire un petit peu de bois pour avoir le côté vanillé, notamment à Condrieu, justement. Un petit bonus prestige, je vais vous parler de Châteaubrié, qui n'est pas mentionné dans le manuel, mais qui vaut le détour. En plus de Condrieu, en fait, il y a une appellation minuscule, mais très prestigieuse, qui s'appelle Châteaubrié. Pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est un monopole, c'est-à-dire que toute l'appellation appartient à un seul domaine. La surface est minuscule, on parle de 3,5 hectares, et c'est une des plus petites AOC de France. Donc, résultat, ça donne une production très faible, donc des bouteilles très rares, donc très chères. Et en fait, aujourd'hui, les bouteilles de Châteaubrié sont parmi les vionniers les plus prestigieux et les plus chers au monde. Donc je vous laisserai me dire en commentaire si, pour ceux qui ont eu la chance d'en boire, le Châteaubrié est surcoté ou non. À vous de me dire. Le profil, quel goût il a, à quoi on peut s'attendre quand on croise un Albarino ? En fait, l'Albarino va donner des vins en général secs, à l'acidité élevée, avec un corps moyen. Les arômes dominants seront surtout les agrumes comme le citron et le pamplemousse, mais aussi des fruits à noyaux comme la pêche ou l'abricot. Où est-ce qu'on peut rencontrer l'Albarino ?
En fait, on va surtout l'avoir dans les climats tempérés et humides de la Galice, au nord-ouest de l'Espagne, qui, en termes de climat, s'apparente plus à l'Irlande ou à la Bretagne que vraiment à l'Espagne telle qu'on l'imagine. L'appellation à retenir pour le wine set numéro 2, c'est l'appellation Rías Baixas, qui est en Galice. Et les vignes sont vraiment, il faut voir le paysage, elles sont vraiment en face de l'océan Atlantique, et c'est ce qui explique en général la fraîcheur et le côté un peu salin qu'on va retrouver dans certains de ces vins. Comment on le travaille? Quelle est la vinification? Il est vinifié en cuve inox pour garder toute sa fraîcheur et ses arômes primaires. Quasiment pas de bois parce que l'objectif c'est de préserver le côté vif et aromatique du cépage, et à boire jeune pour profiter de son fruit et de sa vivacité. Alors maintenant, si on veut l'associer, ou en tout cas le comparer à un autre cépage du wine set et qui est au programme du wine set numéro 2, ce serait avec le Sauvignon blanc. En fait, les deux vont produire des vins secs, très aromatiques et à l'acidité élevée. Mais là où le Sauvignon blanc ira plutôt vers des arômes herbacés, voire de fruits tropicaux, l'Albarino, lui, va vraiment rester dans l'agrume et la pêche, l'abricot. Et d'ailleurs, peut-être une astuce mémoire pour s'en souvenir, tu peux retenir que l'Albarino est en fait le Sauvignon blanc espagnol version atlantique. Maintenant, quelques fun facts, ou en tout cas quelques infos bonus pour aller au-delà du manuel. L'Albarino, c'est le cépage parfait pour les fruits de mer. L'acidité et la salinité vont vraiment super bien avec les huîtres et les coquillages. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les sommeliers l'appellent le vin qui goûte les embruns. Par ailleurs, de l'autre côté de la frontière, au Portugal, l'Albarino s'appelle Alvarinho et entre dans l'assemblage du fameux Vinho Verde. À quoi on s'attend quand on tombe sur un Gewürz? On peut avoir des blancs qui vont être secs à doux, à l'acidité faible à moyenne et au corps puissant. Donc assez varié dans son profil. Par contre, ce qui restera, ce sera, et c'est la grande spécificité du Gewürz, c'est des arômes de rose et de litchi. On va aussi avoir des fruits à noyaux comme de la pêche et de l'abricot, et même en vieillissant, des arômes de miel et de fruits séchés. C'est par ailleurs ce qui en fait un des vins les plus reconnaissables à l'aveugle, c'est ces arômes de litchi et de rose, parce qu'en fait c'est un des seuls cépages qui va l'avoir, et en général on les identifie tout de suite. Peut-être pour favoriser la mémorisation, c'est un cépage qu'on peut rapprocher du vionnier, qui est aussi, lui aussi, de corps puissant et faible en acidité, avec des arômes floraux très marqués. C'est un point commun, ils ont aussi beaucoup de différences par ailleurs, mais peut-être que ça vous aidera à les regrouper. Où va-t-on trouver du Gewürztraminer? Globalement, dans les climats frais à tempérés. La région principale du manuel, ce sera l'Alsace en France, où on va le retrouver aux côtés des Riesling et Pinot Gris. Comment on travaille le Gewürztraminer? En fait, il faut savoir que c'est un cépage qui est quand même et qui peut atteindre des niveaux de sucre très élevés. Donc le niveau de sucre qu'on va avoir dans la bouteille va dépendre des choix du vinificateur. Et par ailleurs, on va mettre très peu de bois pour conserver des arômes floraux qui sont ceux spécifiques du Gewürz. Alors quelques petits bonus qui sont pas dans le manuel mais qui feront toujours plaisir aux dégustateurs avertis. L'origine du nom. Gewürztraminer, en fait, ça vient du Traminer, qui est un vieux cépage italien qui est plutôt neutre, et Gewürz, qui veut dire épice en allemand. Donc littéralement, le Gewürztraminer, c'est le Traminer épicé, qu'on pourrait un petit peu modifier en disant le Traminer boosté en parfum, quoi. Et ce qui est intéressant, et moi c'est pour ça que je l'aime bien, c'est parce qu'il est super sur les accords compliqués. Par exemple, des plats asiatiques épicés, en fait l'intensité aromatique du Gewürz et parfois un petit peu de sucre vont aider à calmer le feu des épices. Je vous invite à essayer. Le Tempranillo, quel est son style, quel est son profil? Le mot Tempranillo vient en fait de temprano en espagnol qui veut dire tôt, car ce cépage mûrit plus tôt que les autres cépages de la région. Et en fait c'est un cépage caméléon, c'est-à-dire qu'il peut donner des vins légers et fruités, ou puissants et boisés, selon la région et le style. Globalement, dans le wine set, ce qu'il faut retenir, c'est que le Tempranillo va donner des rouges secs, à l'acidité moyenne, au tanin moyen et au corps moyen à puissant. C'est un vin moyen. Côté arôme, on va avoir des fruits rouges, fraises, cerises, des fruits noirs, prunes bleues, mûres, les arômes de bois assez classiques pour un vin rouge comme de la vanille, noix de coco ou cuir, des arômes tertiaires pour les très bons Tempranillo comme le champignon, le cuir et les fruits séchés. Pour favoriser la mémorisation des cépages, on pourrait se dire que le Tempranillo est en fait le cousin ibérique du Merlot, avec une acidité moyenne, des tanins moyens, et qu'on retrouve dans le même type de climat chaud et tempéré. La différence entre les deux va plutôt se faire au niveau des arômes. D'ailleurs, en parlant de région, où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver dans les climats tempérés et chauds. Il y a deux régions clés à connaître pour le wine set numéro 2, qui sont toutes les deux
en Espagne, c'est la Rioja, qu'on va retrouver au nord de l'Espagne, qui est très célèbre, qui est une région tempérée, et on va souvent voir des assemblages à dominant de Tempranillo, qui est souvent associé au Garnacha, Grenache, qui fera l'objet d'une autre vidéo. La deuxième région intéressante, c'est la Ribera del Duero, qui est, elle, en altitude, et qui va avoir des journées chaudes et des nuits fraîches, et qui va donner des vins au corps très puissants. Et sinon, il y a une appellation qui est mentionnée aussi, mais qui vaut un peu moins le détour selon moi, c'est l'appellation Catalunya Deo, qui produit en fait des vins de gros volume dans des styles vraiment très variés. Il y a des petites spécificités en Espagne sur la lecture d'étiquettes qu'on retrouve dans aucun pays. C'est que les Espagnols, sur les étiquettes, indiquent le temps de vieillissement directement sur l'étiquette. Il y a 4 niveaux de vieillissement sur les étiquettes espagnoles. Je vous les donne du plus jeune ou entre guillemets au plus vieilli. Le premier, c'est les vins Robben, qui sont des vins jeunes où il y a peu ou pas de bois, dans lesquels on va retrouver souvent des arômes de fruits frais. Le deuxième niveau, c'est des Crianza, donc il y a minimum 2 ans d'élevage, dont 6 mois en fût. Au-dessus, on a le Reserva, minimum 3 ans d'élevage, dont 1 an en fût. Et le top, les grandes Reserva, minimum 5 ans, dont 2 ans en fût. Rappelons que plus le niveau d'élevage est élevé, plus les arômes tertiaires, de cuir, de champignons, vont être présents. Je vous ajoute un petit bonus en parlant d'élevage qui n'est pas dans le manuel mais qui va à mon avis ravir les amateurs, c'est que le Tempranillo c'est surtout le Vega Sicilia Unico. C'est un des plus grands vins d'Espagne qui est produit en Ribera del Duero, qu'on pourrait mettre facilement à côté des grands vins cultes comme les Châteaux Margaux en France ou Sassicaia en Italie. On est dans la même trempe de vin. Globalement on va retrouver un vin très rare, élevé jusqu'à 10 ans en cave, à base de Tempranillo bien sûr, mais aussi un petit peu de Cabernet, Sauvignon, et qui s'échange plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros la bouteille. Donc le résultat, ça donne un rouge très puissant, complexe et taillé pour vieillir des décennies. Je te rappelle que si tu veux t'entraîner au QCM du Wine Set 2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application Vino Wine Set 2. Allez, c'est parti. En termes de profil vis-à-vis du Wine Set 2, à quoi s'attendre quand on voit un Riesling ? Le Riesling va donner des vins très aromatiques, qui vont aller de sec à doux, à l'acidité élevée et un corps léger à puissant. Donc des variations qui sont vraiment énormes et en tout cas beaucoup de variétés pour le vinificateur. Les arômes typiques qu'on va avoir, ça va être, si les raisins sont cueillis à maturité, notamment des fruits verts comme la pomme, la poire ou les agrumes, citron vert. Dès que les raisins vont surmûrir un petit peu, on va avoir des arômes de fruits à noyaux comme ceux de la pêche ou de l'abricot, des fruits exotiques comme mangue, ananas, voire des fruits séchés et par exemple de l'abricot sec. Et avec l'âge, et c'est la grosse spécificité du Riesling, c'est qu'on va pouvoir avoir des notes, ce qu'on appelle d'hydrocarbures, donc pétrole ou d'essence, tout simplement, qui vont donner cette caractéristique spécifique au vin. On peut aussi avoir en vieillissant du miel ou carrément des arômes toastés. Où est-ce qu'on va le retrouver ? Globalement, on va le retrouver dans les climats frais à tempérés, où il va pouvoir conserver son acidité. Il y a 3 pays à retenir pour le Wine Set 2. Le premier, c'est l'Allemagne, qui a un climat plutôt frais, et il y a 3 régions à retenir en Allemagne. La première, c'est la Moselle, donc plutôt au nord, qui va produire des Riesling légers, avec une forte acidité. En fait, il faut vraiment imaginer qu'il y a des coteaux abrupts orientés sud tout le long de la Moselle, donc c'est vraiment comme ça, sur laquelle le soleil se réverbère et favorise la maturation des raisins. Par ailleurs, c'est une région qui est magnifique, que je vous invite vraiment à aller visiter. C'est super beau, petite croisière le long de la Moselle, vraiment à ne pas louper. La deuxième région allemande, c'est le Rheingau, sur les rives du Rhin, où là, on va avoir des Riesling un peu plus secs et avec un peu plus de cohort qu'en Moselle. Et la troisième région, c'est le Palatinat rhénan, ou qu'on appelle en allemand Pfalz, qui est un climat plutôt similaire à celui de l'Alsace. Ça nous emmène d'ailleurs au deuxième pays, qui est la France et l'Alsace, avec une région dans laquelle on retrouve beaucoup de Riesling. L'Alsace qui a la particularité d'être protégée du vent et de la pluie par les Vosges, qui en fait une région très sèche et ensoleillée, contrairement à ce qu'on peut penser en France. On va trouver les Riesling alsaciens qui sont des vins secs aux arômes très intenses, d'agrumes et de fruits à noyaux, au corps moyen et à l'acidité élevée. Et la troisième région qui va en surprendre plus d'un, le troisième pays, c'est l'Australie. Parce que oui, il y a des climats tempérés en Australie, et vous allez avoir 2 régions clés, l'Eden Valley et la Clare Valley, qui sont en altitude, qui ont donc de la fraîcheur, et qui vont produire des Riesling secs aux arômes de citron vert et d'essence. En termes de style, on va avoir énormément de variétés avec le Riesling. Ça peut aller d'un Riesling sec, comme en Alsace ou en Australie, à doux, en Allemagne. Le Riesling résiste au froid et il a une grande capacité à conserver son acidité et à gagner lentement en sucre. Ce qui donne en fait beaucoup d'options pour les vendanges et les vendanges tardives. Parce qu'on peut vraiment choisir, en fonction de à quel moment on récolte, le niveau de sucrosité du raisin.
Par ailleurs, toujours avec son acidité importante, ça va être idéal pour équilibrer un niveau élevé de douceur, qu'on peut obtenir grâce aux vendanges tardives, par exemple, mais aussi grâce au botrytis. C'est ce qui fait aussi le succès des grands vins de Bordeaux type Sauternes. Le mélange sucrosité, acidité. Le cépage étant par ailleurs très expressif, on va en général faire une fermentation en contenant inerte pour préserver les arômes. Petite info bonus, pour les amateurs au portefeuille bien garni, vous pouvez vous tourner vers Egon Müller en Allemagne, qui fait un Schwarzhofberger Riesling Trockenbeerenes Lese de Moselle, considéré aujourd'hui comme le plus grand vin blanc du monde, avec des bouteilles qui vont jusqu'à 30 000 € la bouteille. Petite astuce pour mémo pour le wine set numéro 2, si on veut rapprocher le Riesling d'un autre cépage, ça serait le Sauvignon blanc. Ils ont en commun d'avoir une acidité élevée, pas de bois, très aromatique, mais en général, on voit quand même que le Riesling va être plus ample et plus varié dans ses styles, parce que ça peut aller du sec au liquoreux, là où le Sauvignon est quand même souvent sec. Le profil du chenin. Quel est son style typique ? En fait, il n'a pas de style typique, car on va le retrouver dans tous les styles. Il va être sec, demi-sec, doux, même effervescent, mais ce qu'il aura en commun à chaque fois, c'est une acidité très élevée, très tranchante, qui en fait est sa particularité. Niveau arôme, on va retrouver, quand il est jeune, de la pomme verte, du citron, qui va, en fonction de l'évolution, aller vers de la pêche, des fruits exotiques comme l'ananas ou la mangue, et en vieillissant, ou alors sur des profils vin doux, des arômes de coing, de miel ou de fruits secs. Peut-être que si on veut le rapprocher d'un autre cépage du WSET, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est le Riesling. En fait, ils vont avoir en commun une acidité vraiment marquée, une diversité immense de styles, de sec à liquoreux, et une capacité de garde très très bonne. Maintenant, en termes de région, où est-ce qu'on va le trouver ? De même, et c'est pour ça que c'est vraiment un caméléon, on va le trouver aussi bien dans des climats frais, tempérés, et même, dans certains cas, chauds. Les deux régions clés à retenir, c'est en France, la vallée de la Loire, et surtout l'appellation Vouvray, près de la ville de Tours, où c'est le seul cépage autorisé, mais les styles peuvent être très variés. C'est-à-dire que si vous allez à Vouvray et que vous entrez dans une cave, vous voyez Vouvray sur la bouteille, rien ne vous indique si c'est un vin sec, demi-sec, doux ou effervescent. Il faut demander au caviste ou au producteur. En Afrique du Sud, et c'est la deuxième région, le deuxième pays, c'est le cépage le plus cultivé. Il est connu pour maintenir son acidité malgré la chaleur. En général, le chenin en Afrique du Sud, c'est du volume, mais on peut aussi trouver du très qualitatif. Et la région à retenir, c'est la région de Western Cape, qui produit des blancs secs aux arômes de pêche et d'ananas. Alors, d'ailleurs, petite info bonus, c'est que initialement, le chenin vient de la Loire. Il s'est exporté en Afrique du Sud et aujourd'hui, il est plus planté en Afrique du Sud qu'en France. La vinification maintenant, comment on va le travailler ? Donc, on l'a compris, c'est un caméléon, c'est un cépage très polyvalent et avec son acidité, en fait, on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir faire des vendanges tardives, on va pouvoir faire du botrytis, on va pouvoir faire du bois ou non, et son acidité va lui permettre de vieillir magnifiquement. On peut avoir des chenins exceptionnels qui vont développer des arômes de miel, de cire d'abeille, voire de fruits secs. Quel est le profil du pinot noir ? Quel est son style ? Le pinot noir va donner des vins rouges, secs, avec une acidité élevée, des tanins faibles à moyens et un corps léger à moyen. En termes d'arômes, ce qui va dominer, ça va être les fruits rouges frais, notamment la cerise, la fraise, la framboise, et avec l'âge, qui pourra évoluer vers des arômes de champignons et de sous-bois. Il faut garder en tête que c'est un cépage fragile et il est sensible à la pourriture et aux maladies, et selon les années, il est difficile de produire ne serait-ce qu'une petite partie de baies qualitatives. En termes de région, où est-ce qu'on va retrouver le pinot noir ? En fait, il aime bien les climats frais et modérés. Il y a plusieurs régions clés à retenir pour le WSET2. La première, c'est la Bourgogne, qui a un climat frais à tempéré. C'est en quelque sorte le berceau du pinot noir. Et on a des appellations hyper prestigieuses et très connues, comme la Côte de Nuit, la Côte de Beaune, et des noms qui font rêver, que j'adore, comme Gevrey-Chambertin, Beaune ou Pommard. Il y a d'autres régions qu'on va retrouver, notamment la Californie, qui est de manière générale un climat chaud qui, a priori, ne correspondrait pas au pinot noir. Mais il y a quand même quelques régions proches de la côte qui vont être rafraîchies par des brouillards ou des brises marines de l'océan et qui vont produire des pinots noirs très qualitatifs. Je vous donne comme exemple Los Carneros, Sonoma ou Santa Barbara County, qui sont parmi les plus grands pinots noirs américains. On va le retrouver au Chili, dans la vallée de Casablanca, qui est pas loin de Santiago, elle aussi rafraîchie par des brises marines et des brouillards, qui produit des pinots noirs avec un rapport qualité-prix très intéressant. Si on change de région, on va pouvoir aller en Afrique du Sud, dans la région de Walker Bay, qui a un climat comparable à la Bretagne, et rafraîchi par l'océan, qui produit également des pinots noirs très qualitatifs.
L'Australie, tout comme la Californie, globalement il fait chaud, mais quelques régions vont être tempérées et rafraîchies par l'influence de l'océan austral cette fois-ci. Donc on va avoir, je vous en donne deux, c'est Yarra Valley et la Mornington Peninsula qui produisent toutes les deux des pinots noirs très qualitatifs. On va aussi en avoir en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, c'est le cépage rouge dominant du pays, c'est le pinot noir, avec des régions très prestigieuses comme Martinborough, Marlborough ou Central Otago, où on a vu beaucoup de vignerons français s'installer pour développer la région. Maintenant, en termes de vinification, comment on va le travailler ? En général, il est en monocépage, sauf pour les vins effervescents, notamment en Champagne. Il est souvent boisé, mais attention, en fût usagé ou très grand, pour éviter d'écraser les arômes délicats et d'avoir ce côté trop vanillé qu'on va retrouver dans d'autres vins. Donc en général, c'est fait pour être bu jeune, mais il en existe des très bons dans les appellations qu'on a nommées par exemple juste avant, qui vont développer des arômes tertiaires, comme le sous-bois ou le champignon. Petite astuce mémo pour se souvenir des caractéristiques du pinot noir, c'est qu'on peut le rapprocher du gamay, d'ailleurs au sujet duquel on a déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir. Les points communs, ça va être l'acidité élevée, les tanins faibles à moyen et un corps léger à moyen, mais aussi un profil très fruité, très fruits rouges. Bon, il y a quand même la différence principale que le pinot noir est considéré comme un peu plus sérieux et va produire des vins de garde et un peu plus complexes en Bourgogne, là où le gamay va produire surtout des vins fruités à boire plutôt jeunes. Petit bonus pour les amateurs de bouteilles d'exception, on peut parler de la Romanée Conti. C'est l'apothéose du pinot noir. Il faut avoir en tête que c'est un minuscule vignoble de 1,8 hectares, donc c'est 2 terrains de foot, situé à Vaune-Romanée, en Bourgogne. C'est un terroir qui est considéré comme magique, avec une exposition idéale, un drainage exceptionnel, des sols riches en argile et en calcaire, des rendements microscopiques de 5 à 6 000 bouteilles par an et des prix délirants, donc rarement en dessous de 20 000 euros la bouteille, et certains millésimes qui dépassent facilement 100 000 euros la bouteille aux enchères. Et en fait, je vous parle de ça parce que c'est un peu la preuve parfaite de ce qu'on voit dans le WSET, c'est que le cépage, c'est la base, mais c'est le lieu et la main du vigneron qui vont faire le vin. Le profil du Carmenère, quel est son style ? Ça va être des rouges secs, avec une acidité moyenne à élevée, des tanins puissants, un corps puissant et une couleur très intense, presque noire. Les arômes typiques qu'on va retrouver, ça va être le poivron vert. C'est le gros marqueur du Carmenère et un peu parfois l'arôme feuille de tomate. À maturité, il va aller plutôt vers des fruits noirs frais comme la mûre. Et si on rajoute de l'élevage, il peut très bien aller vers du chocolat, voire du café. Maintenant, sur les régions, où est-ce qu'on va le retrouver ? En fait, c'est simple pour retenir, c'est que le Carmenère, c'est le Chili. Et globalement, là où il fait chaud. C'est le pays qui a fait renaître ce cépage, qui a aujourd'hui disparu en Europe. Donc si on doit retenir une région pour le Wine 2, c'est la vallée centrale du Chili. Alors maintenant, en termes de vinification, comment on va le travailler ? En fait, il est souvent élevé en fût de chêne pour arrondir ses tanins, ajouter des notes de vanille et de chocolat. Et on va souvent l'avoir en monocépage, mais quand même souvent assemblé avec du Cabernet Sauvignon ou du Merlot, sur lesquels on a fait des vidéos aussi. Maintenant, petit bonus pour les amateurs d'histoire. En fait, le Carmenère, initialement, c'est un cépage bordelais et qu'on croyait disparu après le phylloxéra au 19e siècle. Mais en fait, il avait émigré au Chili, où on le confondait pendant plus d'un siècle avec du Merlot. Et en fait, c'est en 1994 qu'un ampélographe français, donc Jean-Michel Boursicot pour les amateurs, a identifié que ce qu'on appelait les merlots chiliens étaient en réalité du Carmenère. Donc résultat, le Carmenère, c'est devenu le cépage signature du Chili, et c'est presque aujourd'hui le cépage national, mais c'est un cépage français initialement. Le profil du Malbec, quel est son style ? En fait, ça va donner des rouges secs, très colorés, presque noirs aussi, comme le Carmenère, à l'acidité moyenne, au tanin et au corps puissant. Les arômes typiques qu'on va retrouver, ça va être des fruits noirs mûrs comme la prune bleue, la mûre. Avec de l'élevage, on va pouvoir ajouter du clou de girofle ou de la vanille. On va le voir en monocépage, mais aussi en assemblage avec du Cabernet Sauvignon ou du Merlot. Si tu veux mémoriser son profil facilement, tu peux le rapprocher du Carmenère, qui est l'autre star d'Amérique du Sud, qui a également des racines françaises, qui ont tous les deux des tanins et un corps puissant. Où est-ce qu'on va le retrouver ? Globalement, tu peux retenir que le Malbec, c'est l'Argentine. C'est le cépage le plus cultivé, et en particulier dans la région de Mendoza, qui est en altitude, parce que le Malbec aime le climat chaud et ensoleillé, mais aussi avec de la fraîcheur pour garder son équilibre. Petit bonus, qui n'est pas dans le manuel, le Malbec, initialement, il était très planté dans le sud de la France, dans le sud-ouest, et en particulier dans la région de Cahors. Mais après le phylloxéra, il a
quasiment complètement disparu, et c'est en Argentine, importé au 19e siècle, qu'il a trouvé un second souffle. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus lié à Mendoza qu'à la France, et c'est même le cépage national argentin. Quel est le style du pinotage ? Le pinotage va produire des vins rouges secs, à l'acidité élevée, au tanin moyen, avec un corps moyen à puissant. Les arômes vont varier selon le style. On peut avoir des styles fruités de corps moyen, fruits rouges, fraises, framboises, cerises, mais aussi des styles au corps un peu plus puissant, où on va retrouver plutôt des fruits noirs comme la prune rouge ou la mûre. Et le pinotage, quand on fait de l'élevage et au contact du chêne, va s'orienter vers des arômes de café, chocolat, voire de fumée. Où est-ce qu'on va le retrouver ? Sans surprise, le pinotage est quasiment exclusivement cultivé en Afrique du Sud et fait vraiment partie intégrante de l'identité viticole du pays. En particulier dans la région de Western Cape, le Cap occidental, où on va le trouver en monocépage, mais aussi dans des assemblages qu'on appelle Cape Blend, où il est marié au Cabernet Sauvignon ou au Merlot. Petit bonus que je trouve intéressant, à vous de me dire si vous aussi. Contrairement au Carmenère chilien et au Malbec argentin, sur lesquels on a d'ailleurs tous les deux fait une vidéo, qui sont tous les deux d'origine française, le pinotage a été créé spécialement pour un climat chaud et sec, celui de l'Afrique du Sud. C'est donc un croisement inventé en 1925 par un professeur sud-africain, Abraham Perold. Il a croisé le pinot noir pour l'élégance et le cinsault, qu'on appelle aussi hermitage en Afrique du Sud, d'où son nom, pinot plus hermitage, pinotage. Si tu veux tester tes connaissances avec des QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Quel est le style du Nebbiolo ? Le Nebbiolo va produire des vins rouges, secs, à l'acidité élevée, au tanin puissant et au corps puissant. Les arômes typiques qu'on va retrouver, c'est fruits rouges, la cerise, la prune rouge, des herbes séchées qui en font sa spécificité, parfois des fleurs comme la violette ou la rose, et en vieillissant, va évoluer sur des arômes de champignons, de tabac, voire de cuir. Si tu veux le rapprocher d'un autre cépage du WSET2, tu peux l'associer au Cabernet Sauvignon. Comme lui, le Nebbiolo va avoir des tanins puissants, une acidité élevée et un super potentiel de garde. La différence, c'est que le Cabernet est plus sombre et aromatique sur le cassis que le Nebbiolo, qui lui va être plus clair en couleur, avec des arômes plutôt de cerise, voire de violette. Où va-t-on trouver le Nebbiolo ? En fait, le Nebbiolo, c'est vraiment associé au Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie. Il y a deux appellations clés à retenir pour le WSET2. La première, c'est le Barolo, le plus célèbre, qu'on surnomme le vin des rois et le roi des vins, qui est une appellation ultra prestigieuse et connue dans le monde entier, qui produit des vins très puissants, très tanniques, avec un immense potentiel de garde et quasiment imbuvables dans leur jeunesse. L'autre région, c'est Barbaresco, qui est plus petite, qui produit aussi des vins puissants et au grand potentiel de garde. On dit souvent que c'est le petit frère ou la petite sœur de Barolo. En termes de vinification, comment on va le travailler ? Le Nebbiolo a une acidité très élevé et des tanins très puissants, ce qui en fait un vin de garde exceptionnel. On va souvent l'élever en bois pour assouplir ces tanins puissants et, comme je le disais tout à l'heure, les meilleurs vont avoir besoin de plusieurs années, voire plusieurs décennies avant d'être agréables à boire. Un petit bonus sur le Nebbiolo qui n'est pas dans le manuel, c'est que le Nebbiolo vient du mot nebbia en italien, qui veut dire brouillard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vendanges ont lieu tard en automne, quand les collines du Piémont sont encore enveloppées de brouillard. Voilà, un petit clin d'œil poétique qui colle bien à ce cépage exigeant et mystérieux. Pour rappeler qu'en Italie, le Barbera ou la Barbera est considéré comme le vin du quotidien. Il est léger, frais, facile à boire, et c'est celui qu'on ouvre sans trop se poser de questions. Et on dit même que, même si le Nebbiolo, c'est le roi du Piémont, en fait, la Barbera, c'est le vin que les Piémontais aiment vraiment boire et posent souvent à table. Alors, si on revient au WSET2, quel est le style du Barbera ? Ça va être un rouge sec, à l'acidité élevée, au tanin moyen. Et côté arôme, assez classique, on va retrouver des fruits rouges comme la cerise et la prune rouge, et parfois du poivre noir, et parfois des notes épicées ou herbacées. Il est moins tannique que son voisin le Nebbiolo, et peut être bu plus jeune. Par ailleurs, bon potentiel de garde aussi, mais ça va quand même vieillir un peu moins qu'un Nebbiolo, qu'un Barolo. On a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus que je vous inviterai à voir tout à l'heure. En termes de région, la région principale, c'est le Piémont, au nord-ouest de l'Italie, et il y a une appellation qui est vraiment spécifique, qui est le Barbera d'Asti, qui va produire les meilleurs Barbera. Quel est le style du Merlot ? Le Merlot va donner des vins rouges, secs, à l'acidité moyenne, au tanin moyen, au corps léger à puissant.
Les arômes typiques qu'on va retrouver, ça va être de la prune rouge, de la fraise, des fruits noirs comme la prune bleue, la mûre, et des notes végétales, de manière plus rare, comme du poivron vert. C'est un cépage souple, rond et facile d'accès. Si tu veux le rapprocher d'un autre cépage du WSET, tu peux le rapprocher du Tempranillo, sur lequel on a déjà fait une vidéo d'ailleurs, qui a également une acidité des tanins moyens, un corps moyen à élevé. Sur les régions, où est-ce qu'on va le retrouver? Le merlot, il aime les climats tempérés à chaud. Il y a plusieurs régions clés pour le WSET. On commence par la France et notamment Bordeaux, qui a un climat tempéré et des précipitations élevées en raison de la proximité de l'Atlantique. On y trouve surtout des assemblages de Cabernet Sauvignon et de Merlot, qui est le plus cultivé de la région. Si, pour le faire grossièrement, on va voir sur la rive droite de la Gironde, il y a 2 appellations ultra prestige que sont Saint-Émilion et Pomerol, que je vous invite d'ailleurs à visiter, c'est magnifique. Le Merlot, dans ce coin-là, va dominer les assemblages et produire des vins encore puissants, aux arômes très prononcés de fruits noirs et des arômes dus à l'élevage, et également des vins avec un très bon potentiel de garde. Par ailleurs, toujours dans la même région, on va avoir des vins de volume qu'on va retrouver dans l'AOC Bordeaux et l'AOC Bordeaux Sup, Bordeaux supérieur, qui sont souvent à dominante de Merlot. Toujours en France, un peu moins intéressante selon moi, il y a la région du Languedoc-Roussillon, où il fait chaud et on va retrouver le Merlot en monocépage à plusieurs niveaux de qualité et souvent sous l'appellation IGP Pays d'Oc. Bien que ce cépage soit né à Bordeaux, aujourd'hui, il est planté dans le monde entier, ce qu'on appelle un cépage international. Donc si on regarde les régions du Nouveau Monde, on va l'avoir en Californie, avec 2 régions à retenir, Napa et Sonoma. Donc souvent en assemblage, mais la typicité des merlots américains, c'est qu'ils sont très très boisés, avec des arômes de vanille et de noix de coco très prononcés. On va l'avoir aussi au Chili, dans la vallée centrale, où on va trouver des merlots à l'excellent rapport qualité-prix, fruités, souples. En Afrique du Sud, dans la région montagneuse de Stellenbosch, où on va l'avoir dans des styles très concentrés. En Australie, dans la région de Margaret River, qui produit des assemblages de merlot très sérieux, merlot cabernet très sérieux. En Nouvelle-Zélande, dans la région de Hawke's Bay, qui produit des merlots au style élégant et équilibré, que j'aime beaucoup notamment. En termes de vinification, comment on va le travailler? Le merlot a historiquement été associé à des vins de gros volume, notamment à Bordeaux, où il est associé au Cabernet Sauvignon, auquel il va apporter la souplesse et adoucir les tanins puissants du Cabernet Sauvignon. Mais on le voit aussi de plus en plus en monocépage sur des productions très qualitatives et au super potentiel de garde. Il peut être boisé ou non selon les régions, et certains merlots haut de gamme vieillissent super bien que la majorité soit quand même faite pour être plus jeune. En parlant de merlots qui vieillissent super bien, je vous fais un petit bonus sur Pétrus, qui est le roi du merlot. C'est 100% merlot, produit à Pomerol, dans la région de Bordeaux. C'est un vignoble minuscule, 11 hectares. C'est considéré comme l'apogée du merlot. Ce qu'on peut faire de mieux avec un merlot, c'est de la puissance et de la finesse en même temps. Une production très limitée, une qualité exceptionnelle et donc des prix stratosphériques, plusieurs milliers d'euros avec des records à près de 30 000 euros la bouteille. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo de Vinstache qui aborde une dégustation de Pétrus et ça vous permet vraiment de goûter, de comprendre son histoire, ses spécificités, pourquoi c'est un vin exceptionnel et peut-être vous donner envie d'acheter une bouteille. Le profil du Zinfandel / Primitivo. En fait, ce cépage va surtout donner des vins rouges secs, à l'acidité moyenne à élevée, au tanin moyen à puissant, au corps puissant et un degré d'alcool souvent élevé. Les arômes typiques qu'on va retrouver, c'est des fruits rouges, noirs, framboises, myrtilles, mûres, et comme souvent dans les vins américains, des arômes très marqués de chêne, de vanille et de café. On peut aussi avoir des arômes de fruits séchés, et c'est une particularité du cépage, c'est-à-dire que dans une même grappe de Zinfandel, on peut avoir des baies qui commencent à sécher, alors que d'autres ne sont même pas encore mûres, et c'est pour ça qu'on a souvent un taux de sucre assez élevé et des arômes de fruits séchés, comme du pruneau ou du raisin sec, dans les Zinfandel ou les Primitivo. Maintenant, en termes de région ou de style, où est-ce qu'on va le retrouver? La première région, c'est les États-Unis et la Californie, et c'est là où il est connu comme le Zinfandel, qui produit des rouges assez classiques, boisés, dont les plus connus sont ceux de la maison de Francis Ford Coppola Winery, qui est le réalisateur du Parrain, pour ceux qui ne savaient pas, qui produit globalement les Zinfandel emblématiques de Californie, puissants et très fruités. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un Zinfandel rouge que j'ai eu à la dégustation pour mon examen du WSET3. Mais il produit aussi des vins rosés. C'est ce qu'on appelle le White Zinfandel, qui est faible en alcool, 8-10%, et de douceur moyenne. D'ailleurs,
je vous en parle maintenant, mais le Zinfandel a une histoire assez incroyable et je me permets un petit complément par rapport au manuel. Donc pour les amateurs d'ampélographie, le Zinfandel a longtemps été considéré comme typiquement californien. On sait aujourd'hui qu'il est génétiquement identique au Primitivo italien et qu'il vient en fait de Croatie. Et maintenant, pour les amateurs de divertissement, le White Zinfandel, en fait, c'est une erreur qui est devenue un énorme succès commercial. Je vous mets un peu de contexte, on est en 1975 en Californie chez la Sutter Home Winery et une cuvée de Zinfandel rosé subit une fermentation bloquée. C'est-à-dire que le vin a gardé du sucre résiduel et ça a donné un rosé demi-sec, fruité, facile à boire. Et le génie américain, au lieu de le jeter, ils l'ont embouteillé. Et ça a été un succès immédiat. Et dans les années 80-90, le White Zinfandel, ou White Zin, comme on dit, c'est devenu le vin le plus vendu aux US. Et ça représentait 10% de la consommation du pays. D'ailleurs, sans ce succès, beaucoup de vieilles vignes de Zinfandel auraient été arrachées pour remplacer par du Cabernet Sauvignon. Et on peut donc dire que ce rosé d'erreur a littéralement sauvé le cépage en Californie. L'autre région du Zinfandel, c'est l'Italie, les Pouilles, là où on l'appelle Primitivo. Globalement, on va aller assez rapidement dessus, mais c'est une région chaude qui produit en général des vins de volume, mais on peut quand même en trouver des bons à un super rapport qualité-prix. Si tu veux t'entraîner au QCM du WST2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Le sémillon va donner des styles très différents. Il aura toujours une acidité moyenne à élevée, mais le corps, par exemple, peut varier de léger à puissant selon la région. Les arômes aussi vont varier en fonction de la maturité des raisins. Donc si on est sur un sémillon jeune et sec, on va avoir de la pomme, du citron, de l'herbe coupée. Si on est sur un sémillon botrytisé, on va avoir de l'abricot sec, des fruits confits. Et un sémillon vieillissant, du miel, des fruits à coque. Et d'ailleurs, c'est un cépage qui vieillit super bien, surtout en version boisée. Maintenant, dans ces régions clés, où est-ce qu'on va retrouver le sémillon ? En fait, c'est d'abord en France et à Bordeaux. C'est là où il brille le plus. Notamment dans la région de Sauternes, qui est une sous-région de Bordeaux qui produit des vins doux, ou liquoreux, comme on dit à Bordeaux, de renommée mondiale à base de sémillon botrytisé. Alors pour rappel, le botrytis, c'est ce fameux champignon, cette pourriture noble qui va permettre à l'eau de s'évaporer des raisins et du coup garder des raisins très concentrés en sucre et en arôme. D'ailleurs, le Sauternes classique, il est doux, avec un alcool moyen à fort, souvent fort, un corps puissant et une acidité élevée. Et c'est cette acidité qui va lui donner l'équilibre et qui fait qu'on ne va pas tomber dans un vin hyper alcooleux, très lourd et vraiment lourdingue, typique de certains vins de volume sucrés. C'est un vin de très longue garde qui peut développer des arômes tertiaires de fruits séchés, de miel, de caramel. Et la star de Sauternes, c'est bien sûr Yquem. On en parle en fin de vidéo. On va trouver du sémillon aussi, toujours à Bordeaux, dans les zones de Graves et Pessac-Léognan, qui produit des vins secs, souvent assemblés avec du Sauvignon blanc. L'autre grande région du sémillon, là où il est très répandu, c'est l'Australie. Il va être en général associé au Sauvignon, mais dans deux régions clés, il va être souvent seul. La première région, c'est la Hunter Valley, dans laquelle c'est le cépage emblématique. Il est vinifié en sec, sans bois, et pourtant taillé pour une longue garde, avec un profil très caractéristique, léger et faible en alcool, complètement l'opposé d'un Sauternes. Et d'ailleurs, ce qui fait que le vin reste sec, c'est parce qu'il est récolté tôt dans l'année, et donc les raisins et les grappes seront limités en sucre. L'autre région, c'est la Barossa Valley, qui va produire des styles un peu plus variés, qui vont du style de la Hunter Valley à des vins plus boisés, au corps plus puissant. Petit bonus prestige avec le Château d'Yquem, le mythe du sémillon. S'il existe un vin qui incarne toute la noblesse du sémillon, c'est bien le Château d'Yquem, qui est produit à Sauternes, au sud de Bordeaux. Quelques chiffres. L'assemblage typique du Yquem, c'est 80% de sémillon, 20% de sauvignon blanc, des rendements minuscules, 8 à 10 hectolitres par hectare. La légende dit que c'est quasiment un verre par pied de vigne, et des vendanges grain par grain, avec 8 passages parfois dans la même parcelle pour ne garder que les baies vraiment parfaites. Bien sûr, un élevage 100% en barrique neuve pendant environ plusieurs années. Donc le résultat, c'est un vin liquoreux d'une complexité, d'une pureté, d'une longévité exceptionnelle, aux arômes de miel, d'abricots secs, de safran, de fruits confits, de cire d'abeille, capable de vieillir plus d'un siècle et qui est à la table des plus grands. C'est par exemple le vin qui accompagnait le dessert au mariage du prince Charles et Lady Di en 81. C'est le symbole du raffinement absolu. Alors toujours en parlant de stars, je vous fais un bonus dans le bonus aujourd'hui pour indiquer que parfois un vin peut changer une vie. C'est ce qui est arrivé à Pascaline Lepelletier. Elle raconte que c'est en buvant un Château d'Yquem 1937 qu'elle a eu un déclic. Elle décrit ce vin comme le vin qui a tout changé pour elle.
Alors qu'elle étudiait la philosophie, ce vin lui a donné pour la première fois ce qu'elle appelle le goût du temps. Et c'est ce moment qui l'a poussée à tout quitter pour se consacrer au vin. Depuis, on connaît l'histoire, elle a enchaîné les titres de meilleur sommelier de France et a fait une super 4e place au concours de meilleur sommelier du monde. Comme quoi. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille la lecture de ce livre qui est le destin rocambolesque de celle qui va faire d'Yquem la star qu'elle est aujourd'hui. Quel est le style typique du chardonnay ? En fait, c'est difficile de donner le style typique du chardonnay car ça dépend énormément de son origine et en plus côté arôme, il est plutôt neutre à la base, ce qui veut dire que c'est vraiment le climat et le travail du vigneron qui vont faire la différence. D'ailleurs, on pourrait théoriquement retrouver une quantité infinie d'arômes. Si on essaie quand même de le différencier par type de climat, il y a 3 zones. Disons que dans un climat frais, on va avoir une acidité élevée et un corps léger à moyen, des fruits verts, agrumes, pierres mouillées. Climat tempéré, une acidité moyenne à élevée et un corps moyen à puissant, des arômes de citron, de fruits à noyaux, de fruits exotiques. Et dans un climat chaud, on va avoir une acidité moyenne et un corps puissant, avec des fruits à noyaux et des fruits exotiques. C'est donc pas un cépage aromatique comme pourrait l'être le Sauvignon blanc ou le Riesling. En fait, il se modèle vraiment à son environnement et c'est pour ça qu'on dit que c'est une éponge à terroir. En termes de vinification, comment il est travaillé ? De même, le chardonnay, c'est le rêve des vignerons. On peut tout faire avec. Il supporte le bois, mais aussi pas de bois. On va le voir en fût de chêne, neuf ou usagé. Il peut avoir de la fermentation malolactique qui va transformer l'acidité en rondeur et en arôme de beurre et de crème. Il peut être élevé sur lit, ce qui va ajouter de la texture et des notes de pain brioché, par exemple en champagne. Et à l'inverse, certains styles vont être vinifiés en cuve inox pour garder la pureté et la fraîcheur. Chablis, par exemple. En résumé, c'est vraiment le cépage qui se prête à toutes les interprétations et on peut aller du vin minéral au vin très riche et opulent. Maintenant, en termes de climat de région clé, où est-ce qu'on va le trouver ? En fait, le chardonnay, ça fait partie de ces cépages internationaux qu'on va trouver partout dans le monde. Quelques exemples. La France, évidemment, le berceau du chardonnay, notamment la Bourgogne, et l'AOC Bourgogne, qui est un peu l'appellation de base de toute la région dans laquelle on va retrouver des vins souvent simples avec une forte acidité. Et si on va tout en haut de la Bourgogne, au nord, on a Chablis, qui a un climat frais, qui va produire des vins secs très acides, pas boisés, aux arômes de pommes vertes et citron, en général de très bonne qualité. D'ailleurs, je vous invite à faire la route des vins autour de Chablis, c'est magnifique. En descendant, on a la Côte d'Or et autour de la ville de Beaune, dans la Côte de Beaune, on va avoir des appellations ultra prestige comme Meursault, Puligny-Montrachet, qui sont célèbres pour leur chardonnay exceptionnel. Avec un climat tempéré, vont produire des vins plus amples, souvent élevés en fût, avec des arômes de beurre, de noisettes, de vanille et même de champignons en vieillissant. Cette région, c'est vraiment considéré comme le top mondial du chardonnay. Au sud, on va avoir Mâcon, Pouilly-Fuissé, avec des styles un peu plus ronds et fruités, au bon rapport qualité-prix. Et alors, si on descend tout au sud de la France, on va avoir des chardonnays plutôt de gros volume dans l'IGP Pays d'Oc. Comme je vous le disais, le chardonnay, on l'a partout. Donc on va lister quasiment tous les pays du Nouveau Monde pour avoir des exemples de régions. La Californie, c'est le plus connu, avec des sous-régions comme Napa, Sonoma, Santa Barbara, Los Carneros, avec un climat chaud qui va quand même être tempéré par de l'altitude, du brouillard ou une brise océanique, qui va fournir des vins au corps puissants et aux arômes de fruits exotiques très très boisés. On va y revenir. On va retrouver aussi de manière un peu plus discrète en Oregon, qui a un climat un peu plus tempéré, des vins avec plus d'acidité et selon moi un peu plus intéressants. En Australie, les grandes régions à retenir pour le Chardonnay, c'est Yarra Valley, Margaret River et Adelaide Hills, avec des styles plus frais, plus tendus, avec plus d'acidité qu'en Californie, mais surtout moins de bois. En Nouvelle-Zélande, Marlborough, Hawke's Bay, très bon chardonnay, belle acidité, corps puissant. Au Chili aussi, la vallée centrale, avec Casablanca aussi, la vallée de Casablanca, qui produisent des vins tout style très varié, tout niveau de qualité. Et pour terminer, l'Afrique du Sud avec Walker Bay, qui est connu pour ses très bons chardonnays boisés et à l'acidité aux arômes de fruits exotiques. Petit bonus, comme convenu, le chardonnay, c'est les Butter Bombs et les ABC Drinkers. Alors dans les années 90, le chardonnay, c'était la star aux US. Les producteurs californiens mettaient le paquet sur la richesse, raisins très mûrs, bois neuf, malo absolu, et les vins étaient du coup très puissants, très beurrés, très crémeux. C'est ce qu'on appelait les Butter Bombs. Au début, c'était le vin de toutes les soirées chic. Malibu, Beverly Hills, le brunch du dimanche à LA, les verres géants avec le soleil couchant. Mais rapidement, les pros du vin ont un peu saturé. En fait, c'est trop lourd, c'est trop boisé. Et c'est à ce moment-là qu'est né le mouvement des ABC Drinkers.
ABC stands for Anything but Chardonnay, ou en français, tout sauf du chardonnay. Et en fait, c'est presque devenu honteux d'aimer du chardonnay. Et en fait, les vignerons ont réagi, ils ont changé leur approche avec des vendanges plutôt moins de bois, plus de tension. Résultat, le chardonnay a retrouvé son équilibre, plus proche des Bourgognes aujourd'hui que de ce qu'on a pu connaître, qui se rapprochait plus d'un dessert liquide que vraiment d'un vin. Donc en fait, c'est une belle leçon, je trouve, c'est que dans le vin, comme dans tout, il y a des modes, ces modes passent, et à la fin, on revient à la raison, et le bon goût reste. Quel est le style et le profil du Furmint ? En fait, il va produire notamment des vins blancs doux, bien qu'il puisse sortir des vins blancs secs, mais il est surtout connu pour les doux. Le profil type, c'est une acidité très élevée, une grande sensibilité au botrytis et des arômes, selon la maturité des raisins, de pommes vertes, de citron, de coing, de miel, de fruits secs et de caramel. La région clé, c'est le Tokaj, au nord-est de la Hongrie, où on va avoir un climat tempéré frais, avec des automnes brumeux et secs, parfait pour le développement de la pourriture noble ou du botrytis. Les vins doux et le Furmint sont surtout connus pour le Tokaj Azu, qui est un vin blanc botrytisé, avec des niveaux de douceur variés, et selon... tu peux connaître le niveau de douceur rien qu'en regardant l'étiquette, et en voyant le nombre de Putonios, et plus il est élevé, plus il est sucré. Donc moi j'ai surtout vu des Putonios du niveau 5 et 6, mais je pense qu'il peut y avoir plus. Ce qui rend le Furmint vraiment unique, c'est sa capacité à conserver son acidité, même quand les raisins sont très mûrs ou botrytisés, et c'est ce qui permet d'avoir un équilibre dans des vins, comme à Sauternes. Ce qui fait l'équilibre est que, même après plusieurs années, un vin au corps puissant, à l'alcool élevé, va avoir un certain équilibre, une certaine fraîcheur, c'est l'acidité, et c'est le cas du Tokaj Azu. Petit bonus historique, c'est que le Furmint a toujours été le vin des rois. Il était servi à la cour de France, d'ailleurs on dit que Louis XIV en était absolument fan, mais aussi à la cour d'Angleterre et dans l'Empire austro-hongrois. La légende raconte aussi que Catherine II de Russie aimait tellement le Tokaj qu'elle a fait carrément construire une route spéciale pour le recevoir directement à Saint-Pétersbourg. Le Montepulciano, son profil classique, c'est un rouge sec, au tanin puissant, à l'acidité moyenne et aux arômes de fruits noirs, comme de la prune bleue ou de la cerise noire. La région clé, c'est la région des Abruzzes, qui est une région un petit peu à part en Italie, très sauvage, très montagneuse, avec des villages perchés à flanc de montagne. Et la région et l'appellation clé à retenir, c'est le Montepulciano d'Abruzzo DOC, qu'on retrouve sur la côte adriatique. Alors, on est très loin du super toscan ou d'un Barolo hyper sophistiqué. Ici, le charme, ça va être vraiment la simplicité. C'est l'esprit vino della casa qu'on sert à la carafe dans les trattoria. Je fais un petit détour parce que ce que peu de gens savent, c'est que certains Montepulciano d'Abruzzo offrent un rapport qualité-prix exceptionnel. Dès qu'il y a un classement sur les vins italiens, comme les grands classiques Decanter, Wine Spectator, sur les meilleurs vins à moins de 15 €, vous êtes certain de voir un Montepulciano, un ou plusieurs Montepulciano dedans. C'est vraiment le genre de vin qui est accessible aujourd'hui, qui, je le crains, va voir ses prix monter dans les années à venir. Quel est le profil et le style du Verdicchio ? Alors, d'abord, on va le trouver dans le centre-est de l'Italie, dans la région des Marches, et l'appellation clé pour le WSET, c'est le Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC. Donc, si on traduit en français, littéralement, le Verdicchio des châteaux de Jesi. Le Verdicchio va en général produire des vins blancs secs, au corps moyen, à l'acidité élevée, avec des arômes typiques de fruits verts, pommes, poires, citron, et même des herbes aromatiques comme le fenouil. C'est en général des vins simples, fruités à boire jeune, parfaits pour accompagner les poissons et les fruits de mer de la côte adriatique, juste à côté. Bon, globalement, il est dans la même catégorie que les autres petits cépages blancs italiens du programme, assez similaires au Cortese et au Garganega. Petit bonus quand même, parce qu'il se distingue des deux autres, notamment grâce à sa bouteille verte en forme d'amphore, qui a été créée dans les années 50 par un ingénieur milanais, Antonio Maiocchi, pour la maison Fasi Battaglia. Alors, c'est vraiment la bouteille inspirée des vases antiques romains, bouteille qui a un design assez sympa et qui a vraiment fait le tour du monde dans les années 60 et 70, et qui, pendant des années, a même symbolisé le vin italien à elle seule, jusqu'à être carrément exposée dans des salons de design. Alors, comme souvent, son succès a fini par la rendre un petit peu touristique et associée au vin simple de trattoria. Aujourd'hui, malgré tout, elle reste une icône du patrimoine viticole italien, et d'ailleurs Fasi Battaglia continue à l'utiliser. Évidemment, si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Quel est le style de la Syrah ? Alors, en général, elle va donner des rouges secs, à l'acidité moyenne, au tanin moyen et au corps léger à puissant. Côté arôme, on va retrouver des fruits noirs, des épices comme le poivre noir ou la réglisse, qui sont vraiment la signature de la Syrah, et avec l'élevage, des fruits séchés, cuir, viande ou même des arômes de terre.
En termes de climat, où est-ce qu'on la retrouve? Globalement, la Syrah aime les climats tempérés à chauds, mais le style va être très différent selon la région. Par exemple, si on commence avec la France, dans la vallée du Rhône septentrionale, avec les mythiques côtes rôties, Gros-Hermitage, Hermitage, qui sont des appellations hyper prestigieuses au prix hyper élevé, notamment parce que les rendements sont très faibles à cause de la géographie. En fait, les pentes sont hyper raides et les machines ne peuvent même pas accéder aux vignes, et donc la majorité du travail se fait à la main, d'où les prix importants. Par exemple, la Syrah de cette région-là, c'est vraiment l'exemple typique de la Syrah de climat tempéré, un corps moyen, de la complexité, du poivre et des fruits noirs frais. Contrairement à l'Australie, où la Syrah s'appelle le Shiraz, où c'est même le cépage dominant du pays, en particulier dans la Barossa Valley et la Hunter Valley, où d'ailleurs on va trouver des très vieilles vignes de Shiraz, mais si vous voulez savoir si c'est un gage de qualité ou non, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Le climat de ces deux régions est un climat chaud et va produire des vins au corps beaucoup plus puissants et aux arômes de fruits plus mûrs et de réglisse que par exemple dans la vallée du Rhône. Alors comment on la travaille la Syrah? Globalement, on peut l'avoir en contenant inerte, donc cuivre inox ou béton pour les styles frais, ou en style ou en fût de chêne pour les styles un peu plus puissants. L'élevage est d'ailleurs assez courant pour assouplir les tanins et elle est souvent utilisée en assemblage dans le sud du Rhône avec le grenache et le mourvèdre pour donner le fameux assemblage GSM, dans lequel la Syrah va apporter la couleur, les fruits noirs et les tanins. Alors, au nord de la vallée du Rhône, elle est souvent vinifiée seule, mais c'est là qu'intervient une technique très particulière, et c'est notre bonus du jour. On parle bien de la cofermentation entre la Syrah et le vionnier, qui est vraiment la partie magique de côte rôtie. Donc, peu de gens connaissent cette technique, et en fait, c'est l'idée de faire cofermenter de la Syrah avec du vionnier, le cépage blanc aromatique du Rhône Nord. On a à côte rôtie des vignerons qui ajoutent jusqu'à 20% de vionnier dans la cuve avec la Syrah, avant la fermentation alcoolique. C'est-à-dire que c'est pas un assemblage après coup, on va vraiment faire fermenter les deux ensemble en même temps, grain contre grain. Les avantages, c'est que ça renforce la couleur. Curieusement, le vionnier est un cépage blanc, mais il contient des composés phénoliques qui vont stabiliser les pigments rouges de la Syrah, donc même en ajoutant du blanc, et ben finalement on va avoir un rouge plus intense et plus stable dans le temps. Le deuxième avantage, c'est que ça adoucit la texture. Le vionnier va apporter un toucher plus rond, plus soyeux. On dit en général qu'il va détendre la Syrah, qui peut être un peu strict dans sa jeunesse. Par ailleurs, ça parfume le vin, et c'est le troisième aspect, c'est que le vionnier va apporter ses arômes. Donc les arômes de floraux, de violettes, de fleurs blanches, qui vont se mêler aux arômes de fruits noirs et d'épices typiques de la Syrah. Et c'est cette combinaison qui fait vraiment la signature des côtes rôties. Des vins à la fois puissants et très élégants. D'un point de vue historique, en fait, ça vient de la complantation. C'est-à-dire que plusieurs cépages sont plantés ensemble, les uns à côté des autres, dans la même parcelle, vendangés et fermentés ensemble. Les vignerons ont conservé cette tradition parce que ça donne des vins naturellement beaucoup plus harmonieux. Quel est le style du grenache? Globalement, le grenache va donner des vins rouges, secs ou rosés, à l'acidité faible, avec des tanins faibles à moyens. Côté arôme, on va retrouver les classiques fruits rouges, fraises, cerises, des épices douces comme le poivre blanc ou le réglisse, qui sont un peu sa signature, et en vieillissant, il peut évoluer vers du cuir, de l'herbe sèche ou de la figue. Dans quelle région on va le trouver? Alors, le grenache aime la chaleur, il mûrit tard, il a donc besoin d'un climat chaud et sec pour arriver à maturité complète, c'est un cépage typiquement méditerranéen, fait pour le soleil et le vent. La région principale, c'est la France, le Rhône méridional, qui est beaucoup plus chaud et moins escarpé que le Rhône Nord. Les appellations génériques vont globalement ça va être Côte-du-Rhône Village, mais la plus connue, la star, c'est le Châteauneuf-du-Pape. C'est là où c'est la plus ancienne, la plus connue, et qui produit des vins au corps puissant et fort en alcool, mais qui est aussi connu pour un sol assez particulier. En fait, c'est des gros galets ronds qui emmagasinent la chaleur du jour et vont la restituer toute la nuit. C'est d'ailleurs à Châteauneuf-du-Pape qu'on va trouver le mythique Rayas. On va trouver du grenache aussi dans le sud de la France, dans les régions de Minervois et Corbières, où il va être associé au Syrah et au Mourvèdre pour former le fameux assemblage GSM. En Espagne, il est appelé Garnacha. On va l'avoir dans la Rioja et le Priorat, et aussi dans le Navarra, ou dans la Navarra, où on va avoir du rouge, mais aussi du rosé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans le Priorat, c'est là où on trouve les plus vieilles vignes de Grenache, Garnacha, mais je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur le sujet des vieilles vignes pour savoir si c'est un gage de qualité ou simplement un argument marketing. Le dernier pays dans lequel on va le trouver, c'est l'Australie, avec la Barossa Valley et le McLaren Vale, dans des assemblages GSM assez proches de ce qu'on peut trouver à Châteauneuf-du-Pape.
Alors, comment on travaille le grenache? La difficulté du grenache, c'est qu'il va donner naturellement des vins très riches, très chaleureux, donc les vignerons vont en général chercher à équilibrer cette puissance. Il est souvent assemblé avec le syrah et le mourvèdre pour ajouter de la structure, de la couleur et de la fraîcheur. Il peut être élevé en fût de chêne, alors rarement neuf, pour arrondir les tanins et complexifier le vin. On peut aussi le voir en contenant inerte pour préserver son fruit ou ses épices. On va en faire du rosé grâce à la macération courte. Petit bonus prestige et détour par le Château Rayas, l'OVNI du Rhône, parce que quand on pense à Châteauneuf-du-Pape, en vrai, on imagine souvent des vins très puissants, solaires, presque capiteux et en général assez lourds. Pourtant, il y a une exception totale à cette image, c'est le Château Rayas. C'est un domaine minuscule, caché au milieu des pins, qui produit un Châteauneuf-du-Pape 100% grenache, mais tout en finesse. Ce qui rend Rayas unique, c'est avant tout son terroir. Contrairement au reste de l'appellation, ici, les vignes poussent sur un sol sablonneux, presque blanc, qui garde la fraîcheur et donne des vins très aériens, très délicats. La vinification aussi est atypique. Pas de bois neuf, pas de technologie moderne, des cuves béton, des levures indigènes et des rendements microscopiques. Résultat, on va avoir des vins très purs et à une texture très soyeuse, qui sont vraiment à couper le souffle, qui sont plus proches d'ailleurs d'un Bourgogne que d'un Rhône classique, et la plupart des amateurs d'ailleurs parlent même d'un Pinot Noir du Sud pour parler du grenache de Rayas. Le Pinot Grigio italien et le Pinot Gris français viennent du même cépage, mais selon le climat et le style du vigneron, on obtient deux profils complètement différents. Commençons avec la version italienne du Pinot Grigio. Donc on est dans le nord de l'Italie, des régions Friuli, Venezia Giulia, delle Venetie, Veneto, qui vont produire des vins simples, non boisés, légers, avec une qualité, disons, moyenne et une finale en général assez courte. Des arômes simples de citron, de pommes vertes, de poire. À boire jeune, bien frais, le vin terrasse, parfait. De l'autre côté, on va voir la version alsacienne, le Pinot Gris, qui nous vient d'un climat tempéré, frais, protégé par les Vosges, des vendanges en général plus tardives et donc une acidité plus basse que par rapport au Grigio, et des arômes un peu plus complexes, encore moyens et un peu plus puissants. Il est vinifié en général lentement, parfois sur des lits, avec un peu de bois. Et on va avoir, in fine, un résultat d'un vin plus rond, plus aromatique et au corps puissant. Les arômes vont être plutôt sur le fruit à noyau et vont partir sur du miel, du gingembre en vieillissant. Il fait d'ailleurs partie des 4 cépages nobles alsaciens autorisés dans les grands crus. Petite astuce mémoire pour le wine set, le Grigio c'est le vin de terrasse et le Gris c'est le vin de gastronomie. Allez, le petit bonus sur le Pinot Grigio aux US. En fait, dans les années 2000, le Pinot Grigio c'est devenu le vin blanc le plus vendu aux US. Et tout est parti d'une marque italienne, Santa Margherita, dans le nord de l'Italie. Leur pari, c'était de proposer un vin léger, sec, facile à prononcer et à comprendre, parfait pour nos amis new-yorkais. Rapidement, le Grigio est devenu le vin de terrasse, servi glacé, très désaltérant et sans prétention. Les ventes ont explosé, c'était un peu le chardonnay des années 2000. Comme d'habitude, le succès a un revers et la production de masse a inondé le marché et la qualité a complètement chuté. Résultat, le Pinot Grigio, c'est devenu le synonyme de vin blanc basique. Jusqu'à ce que des vignerons un peu audacieux du Frioul et de l'Alto Adige relancent le cépage avec des versions un peu plus haut de gamme, plus concentrées, plus gastronomiques. Une belle revanche pour un cépage qu'on avait un peu pris à la légère ces derniers temps. Quel est le style du Sauvignon blanc? Alors en général, on va avoir des vins blancs secs à l'acidité élevée, au corps léger à moyen et à l'intensité aromatique très élevée. Côté arôme, on va retrouver des notes herbacées, d'asperges, de poivrons verts, même d'herbes coupées, mais aussi le fameux arôme de pierre mouillée ou pierre à fusil. Donc ces arômes, c'est vraiment la signature du Sauvignon blanc. On va aussi avoir bien sûr du fruit vert, de la pomme, de la groseille à maquereau, des agrumes comme le citron, le pamplemousse, et dans les climats un peu plus chauds, des fruits tropicaux comme la mangue ou le fruit de la passion. Petite astuce de mémo pour le wine set, le Sauvignon, c'est un cépage qu'on peut rapprocher du Riesling. Ils ont en commun d'avoir une forte intensité aromatique et une acidité très élevée. Les styles, par ailleurs, sont très différents. Mais ça peut vous aider à vous repérer sur les différents cépages. Alors, où pousse le Sauvignon blanc? Alors, globalement, on va le trouver dans les climats frais à tempérer, où il va pouvoir garder son acidité et ses arômes vifs. Alors, on commence avec la France, avec le Val-de-Loire, dans les appellations de Sancerre et Pouilly-Fumé, qui sont les deux appellations phares de la région, au climat frais, qui vont produire des vins secs, acides et très aromatiques, avec des arômes de pommes, notes végétales comme de l'herbe coupée, de l'asperge, mais aussi de la pierre mouillée. On va le trouver dans le même coin, dans un style un peu plus simple et bon marché, dans l'appellation Touraine AOC.
Et ensuite, on l'aura aussi à Bordeaux, dans les Graves et Pessac-Léognan, où on va souvent l'assembler avec le sémillon, qui va apporter du potentiel de garde. Donc les très bons peuvent être boisés, et en vieillissant, développer des arômes de miel et de fruits à coque. Le Sauvignon fait partie de ces cépages internationaux qui sont vraiment partis à la conquête du monde. Donc on va le trouver dans beaucoup de pays du Nouveau Monde. Et on peut commencer avec la Nouvelle-Zélande et notamment la région de Marlborough, qui est un climat frais, où on va l'avoir dans un style avec des arômes marqués de poivron vert et d'asperges, très fruités, pamplemousse, pêche, fruits de la passion. Globalement, le représentant le plus connu de ce style, c'est le domaine de Cloudy Bay, que j'adore et que je prends en général sur des fruits de mer au resto. On l'a aussi en Australie, dans les régions d'Adelaide Hills et Margaret River, où il est souvent assemblé au sémillon et où on va avoir des arômes végétaux très concentrés d'herbes coupées, d'agrumes et de fruits exotiques. On l'a aussi au Chili, dans la vallée de Casablanca à la vallée centrale, où là on va avoir des sauvignons vraiment à un très bon rapport qualité-prix. On l'a aussi en Afrique du Sud, dans les régions d'Elgin et Constantia, qui sont des régions plutôt chaudes, mais rafraîchies par l'océan ou l'altitude, qui vont produire des sauvignons très équilibrés et super bons. On l'a aussi dans la Napa Valley, alors uniquement dans les zones les plus fraîches, et qui vont avoir des arômes un petit peu de fumée, parce que spécificité américaine oblige, le Sauvignon ici va être boisé, et d'où cet arôme un petit peu de fumée. Alors comment on le travaille? Le Sauvignon est vinifié en général avec comme objectif de préserver le fruit et la fraîcheur. Donc on va privilégier les cuves inox pour garder les arômes primaires, éviter les fermentations malolactiques pour garder cette acidité tranchante, limiter le bois, sauf à Bordeaux, dans certains styles haut de gamme comme en Napa, où il peut être partiellement élevé en fût, et sinon, en général, à boire jeune, dans les 1 à 3 ans, pour préserver la vivacité. Alors on passe au bonus, et on peut parler un petit peu d'une appellation dans la Loire, qui s'appelle Pouilly-Fumé. Et ici, quand on parle de fumée, on ne fait pas référence à un passage au feu de bois ou à un goût de grillé, mais en fait à des origines historiques du vin. On peut d'abord parler du terroir de Silex, de Pouilly-sur-Loire, et en fait quand les pierres chauffent au soleil, elles dégagent une odeur de pierre chaude et de soufre que les vignerons comparent en général à de la fumée, et c'est ce qui donne au vin ce fameux arôme minéral de pierre à fusil. Le deuxième sujet, c'est sur la teinte grise du raisin à maturité, où le Sauvignon blanc est parfois recouvert d'une fine prune grise, qu'on appelle localement le blanc fumé. Donc résultat, le Pouilly fumé, c'est littéralement le Sauvignon blanc du Silex, un vin où on goûte le terroir autant qu'on le sent. Fiano va donner des vins blancs secs à l'acidité moyenne, au corps moyen à puissant, et avec des arômes de fruits à noyaux, surtout de la pêche, mais aussi fruits exotiques, melons, mangue, et avec le temps même des notes de miel. Donc il pousse en Campanie, autour de la ville d'Avellino, sur des sols volcaniques issus des éruptions du Vésuve. En termes de vinification, contrairement à ses 3 autres collègues blancs italiens que sont le Verdicchio, le Garganega et le Cortese, on va avoir un peu plus d'options de vinification. Donc en général, les vignerons choisissent quand même, comme les 3 autres, la cuve inox pour préserver la pureté du fruit, mais on peut aussi avoir d'autres options comme de l'élevage sur lit qui va donner des notes un peu pain et biscuit, et même de l'élevage en barrique de chêne. Petit bonus sur le terroir volcanique, donc l'appellation la plus connue c'est Fiano di Avellino DOCG, et c'est l'un des rares blancs italiens à naître sur des sols volcaniques. Alors dans le verre, ça ressemble à quoi? En fait, particularité va donner des notes un peu minérales que les sommeliers décrivent comme fumée, saline, voire pierre à fusil. Et on peut même parfois parler de tension volcanique dans les meilleurs Fiano, une combinaison un peu entre la chaleur méditerranéenne et la fraîcheur minérale. Le Sangiovese va produire des rouges secs à l'acidité élevée, au tanin puissant et au corps moyen à puissant. Côté arôme, on va surtout avoir des fruits rouges comme de la cerise ou de la prune rouge et c'est son marqueur, des herbes séchées. Alors où est-ce qu'on va retrouver le Sangiovese? Bon, on va faire simple, le Sangiovese c'est la Toscane, avec 2 appellations phares. La première c'est la Chianti DOCG, où on va avoir du haut de gamme et du bon marché, donc ça va vraiment aller du Chianti de base, léger, fruité, accessible, parfait avec des pâtes à la tomate, jusqu'au Classico Riserva, qui va être plus qualitatif, plus boisé, plus puissant et au plus gros potentiel de garde. La deuxième appellation à retenir, c'est Brunello di Montalcino. Donc c'est une appellation très qualitative, 100% Sangiovese, donc dans ce coin-là on l'appelle le Brunello, issu d'un climat un peu plus chaud, donc il va produire des vins un peu plus puissants, plus tanniques, avec un degré d'alcool plus élevé. Pour les Brunello, en général, c'est du bois pendant plusieurs années. C'est des grands vins de garde en Toscane, avec un potentiel sur 10, 20, voire 30 ans, et même plus pour les plus grands.
Alors, petit détour sur les super toscans et la révolution du vin italien. Dans les années 70, certains producteurs toscans en ont eu assez des règles rigides et strictes du Chianti. Alors à l'époque, par exemple, les DOCG interdisaient l'usage d'autres cépages, comme le Cabernet Sauvignon ou le Merlot. Et des maisons comme Antinori, qu'on pourrait associer un peu, ce seraient les Rothschild italiens, ont décidé de se rebeller. Ils ont créé des vins hors appellation, à base de Sangiovese quand même, mais avec des cépages bordelais et élevés en barrique française neuve. Résultat, des vins vendus comme de simples vinos de Tavola, mais au prix de grands crus, évidemment. Donc ces vins rebelles sont vraiment devenus mythiques. On peut citer Sassicaia, Tignanello, qui font aujourd'hui partie du top mondial du vin. Et hélas, les prix suivent aussi. On va d'abord le trouver majoritairement dans la région de Vérone, près du lac de Garde, et l'appellation à retenir pour le WSET, c'est l'appellation de la Valpolicella. Le Corvina va donner des vins à l'acidité élevée, au tanin faible à moyen, et un corps léger à puissant qui va complètement varier selon le style et la vinification. Sur les arômes, on va rester sur des fruits rouges, comme de la cerise ou de la prune rouge. En termes de style, c'est maintenant que le Corvina va devenir passionnant. Avec le même cépage et des vinifications différentes, on va avoir 3 styles qui n'ont rien à voir. Le premier, c'est le classique Valpolicella, qui va produire des vins rouges secs, assez simples, fruités, à boire jeune, avec des arômes de cerise rouge et de prune. Mais le style qui va nous intéresser le plus, c'est le plus célèbre et le plus impressionnant, c'est l'Amarone. En fait, l'Amarone est fait à partir de raisins qui sont passeriers, donc selon le principe de l'appassimento, comme on dit en italien, du passerillage. Le principe, c'est les raisins, après récolte, sont séchés, ou en intérieur ou à l'extérieur, vraiment en plein soleil. L'idée, c'est de permettre à l'eau de s'évaporer de la grappe pour concentrer les sucres et les arômes dans la grappe. Ce qui va donner un vin sec ou pas tout à fait sec, avec un corps très puissant, des tanins très puissants et des arômes hyper concentrés puissants de fruits rouges frais, voire rouges séchés comme du raisin sec ou de la figue. Alors ça donne des vins à un bon potentiel de garde et qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros la bouteille. C'est considéré vraiment comme la spécialité de la région, avec une expression vraiment importante du style et du terroir local. Alors à titre personnel, j'en avais jamais entendu parler avant de passer le WSET2. Après dégustation, je dois dire que c'est pas vraiment mon style de vin préféré. Par contre, ça vaut vraiment le coup d'œil et je vous invite à en goûter si vous n'avez jamais eu l'occasion. Le troisième style, toujours avec le même cépage, c'est le Recioto. Le Recioto, c'est un vin doux et on va avoir la même méthode que pour l'Amarone, donc avec du passerillage, sauf qu'on va faire sécher les raisins plus longtemps pour avoir encore plus de sucre. Ce qui va se passer ensuite, c'est que les grappes vont être tellement sucrées que les levures ne vont pas réussir à manger tout le sucre et la fermentation ne va pas aller jusqu'au bout, ce qui fait qu'il va rester du sucre dans le jus et c'est ça qui va donner le vin doux. Ça donne donc un vin rouge doux, soyeux, concentré aux arômes de cerise confite, de raisin sec et même de dattes. Pareil, pas mon style préféré, mais ça vaut vraiment le coup d'œil et ça vaut vraiment le coup de déguster. Alors maintenant, un petit fun fact sur l'histoire de l'Amarone, qui serait en fait né par erreur dans les années 30. Tout part d'un tonneau de Recioto, donc le fameux vin doux qu'on vient juste de voir, qui aurait été oublié, négligé dans une grange, et la fermentation se serait poursuivie jusqu'au bout, et tout le sucre se serait transformé en alcool. Ce qui donnerait un vin qui aurait dû être sucré, mais finalement s'est transformé en vin sec, puissant et au taux d'alcool plus élevé, que le vigneron a trouvé finalement mieux que le vin qui aurait dû sortir et qui aurait dû être sucré. Alors, c'est une belle histoire qui me rappelle un petit peu celle du White Zinfandel, qui serait aussi né d'une erreur, donc je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet. Version de l'histoire qui est très vastement contestée par les historiens, qui explique plutôt l'évolution progressive du Recioto vers un style plus sec, qui est celui de l'Amarone, qui correspondrait davantage aux tendances de consommation. En termes de style et de région. Donc déjà, le Garganega, on va le trouver dans la région de Soave, en Vénétie. Comme les autres cépages blancs autochtones italiens, on va avoir des vins blancs secs, à l'acidité élevée, au corps moyen, et globalement, il va être assez similaire au Cortese, mais le Gavi vient d'un climat un petit peu plus frais, et on va avoir des arômes, du coup, de fruits un peu plus jeunes, comme du citron, de la pomme, de la poire, et pourquoi pas des fruits à noyaux. En termes de vinification, ça va être assez similaire, avec de la vinification notamment et majoritairement en cuve inox, pour vraiment maintenir cette tension et cette fraîcheur, la pureté du fruit.
On est en Italie, donc comme d'habitude, les meilleures parcelles vont porter le nom Classico, et donc si vous voyez un Soave Classico sur l'étiquette, c'est que vous êtes sur un vin plus qualitatif. Un petit bonus sur le Recioto di Soave. Donc le Recioto, c'est vraiment la même version que le Soave classique, mais dans sa version douce, en tout cas avec le même cépage. Alors petit détour historique. Qu'est-ce que ça veut dire Recioto? En fait, ça vient du dialecte vénitien, et Reccia voulait dire l'oreille, et en fait, ça vient de... Bon, il faut vraiment imaginer une grappe de raisin comme ça, et vous imaginez les grappes qui sont à l'extrémité en haut, et c'est ça qu'on va appeler les oreilles de la grappe, et qui vont être en fait les raisins les plus exposés au soleil, donc les plus mûrs et les plus sucrés. Et c'est ceux-là qu'on va utiliser pour le vin doux, et le Recioto utilise la méthode du passerillage ou de l'appassimento, qui va constituer en sécher les raisins après la récolte pendant plusieurs mois. Et dans le cas du Recioto di Soave, on va avoir jusqu'à 40% en eau qui s'évapore pendant le passerillage, ce qui va vraiment concentrer les sucres et les arômes et va donner un vin doux, mais quand même équilibré avec une forte acidité, avec des arômes de miel, d'abricots secs et d'amandes. Ça va vraiment être parfait sur un dessert avec par exemple des biscotti, une tarte poire-amande ou même pourquoi pas un gorgonzola. Quel est le profil d'un Cortese classique? Alors en termes de région, on est vraiment en Italie du Nord, dans le Piémont et dans l'appellation DOCG Gavi. C'est ça à retenir pour l'examen. Le Cortese va produire des vins blancs secs, aux notes d'agrumes, de fruits comme la pomme ou la poire, et même des arômes floraux, qui, normalement, ces arômes devraient vous rappeler ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans un Chablis. Globalement, le Cortese, c'est un vin en général assez simple, qu'on va retrouver dans les bons restos en Italie du Nord, qui sera servi avec un poisson grillé, une burrata ou des linguine au palo. Pourquoi on compare le Gavi et le Chablis? En fait, on va avoir des points communs, notamment en termes de sol, de climat et de philosophie dans la vinification. Par exemple, les deux ont en commun d'avoir une vinification avec pas ou très peu de bois, et donc un gros focus sur les cuves en inox pour préserver la pureté du fruit et la tension vraiment naturelle du cépage. L'autre point commun, ça va être la salinité qu'on va avoir en commun dans les deux. Là où au Chablis, dans les vins de Chablis, cette salinité vient du sol qui était anciennement une mer, avec les fameux fossiles d'huîtres qui datent du Timéridien, alors qu'à Gavi, cette salinité va être apportée par l'air de la Méditerranée qui est vraiment à quelques kilomètres. Et alors, je tiens à signaler quand même qu'à Chablis, on est quand même dans des niveaux qualitatifs, voire très qualitatifs, là où à Gavi, on commence dans l'entrée de gamme, et ça peut aller vers du très qualitatif, mais ça reste quand même assez rare. D'ailleurs, pour avoir goûté des Gavi très qualitatifs, je peux vous dire qu'à l'aveugle, j'ai eu du mal à faire la différence entre les deux. J'espère que vous aurez l'occasion de les comparer. Comme d'habitude, si tu veux t'entraîner et réussir le QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'app. Allez, c'est parti. Quel est le style du Cabernet Sauvignon? Le Cabernet va donner des vins rouges secs, à l'acidité élevée, au corps puissant et au tanin puissant. En gros, tous les curseurs sont poussés au max avec le Cabernet. En termes d'arômes, on va avoir du fruit noir, en particulier du cassis, mais aussi des notes herbacées comme de la menthe, voire du poivron vert, qui vont être vraiment sa signature et même en fonction des régions. Petite astuce Wineset pour favoriser un petit peu l'apprentissage des cépages, si tu veux associer le Cabernet à un autre cépage, ce serait avec le Nebbiolo. Ils ont plusieurs points communs, l'acidité élevée, les tanins puissants et un super potentiel de garde. A noter quand même que le Nebbiolo va être un petit peu plus délicat, un petit peu plus floral et surtout beaucoup plus clair. Où va-t-on trouver le Cabernet Sauvignon? Alors globalement, il va aimer les climats tempérés à chaud qui vont lui permettre d'atteindre sa maturité complète. En termes de région, on va commencer avec la France, qui est son berceau historique, notamment Bordeaux et en particulier la rive gauche. Donc on va avoir les appellations qui sont ultra connues, que je suis certain que vous avez en tête, Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Grave, Pauillac, Pessac-Léognan. Et petit clin d'œil à mes amis buveurs d'étiquettes, c'est là où on va retrouver les célèbres Latour, Lafite, Rothschild, Margaux, Aubryon. On va l'avoir souvent en assemblage avec du merlot qui va lui apporter de la rondeur. Et d'ailleurs, petit clin d'œil sur les sols de la rive gauche, c'est là où on va retrouver des cailloux au sol qu'on appelle les graves, qui sont en fait des espèces de gros cailloux, et qui vont absorber la chaleur, l'emmagasiner pendant la journée, pour la restituer pendant la nuit, ce qui va permettre une maturation complète du cépage. Le Cabernet Sauvignon, pour les régions, c'est simple, on va le trouver partout. On peut commencer avec la Napa, notamment dans la Napa Valley, notamment dans les trois régions de Oakville, Rutherford et Calistoga, qui va produire des bons, voire des très bons Cabernet Sauvignon. Le climat est très chaud et favorise vraiment la maturation. En termes de style, on va avoir des vins au corps puissants, aux arômes puissants et de fruits noirs très mûrs. Et on est aux US, évidemment, des vins très boisés. Toujours pour nos amis buveurs d'étiquettes, c'est dans cette région-là qu'on va avoir les célèbres Screaming Eagle et Opus One.
On va aussi le trouver au Chili, où c'est d'ailleurs le cépage rouge le plus cultivé du pays, dans les régions dans la vallée centrale, Maipo et Colchagua, où spécificité locale et spécificité chilienne, il va être en assemblage avec le Carmener, ce qui va donner des très bons vins, des vins aux arômes végétaux très marqués, qui vont être apportés aussi par le Carmener, de poivron, de menthe et également boisé. En Afrique du Sud, la région à retenir, c'est la région de Stellenbosch, qui va produire des super cabernets, en assemblage avec le cépage local qui est le pinotage, qui vont donner des vins qui s'appellent des Cape Blend, sur lesquels on a d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite à aller voir. En Australie, les deux régions clés à retenir, ça va être Coonawarra et Margaret River, qui vont produire des vins très qualitatifs, avec des arômes très très mentholés. Si depuis le début vous vous demandez ce que ça veut dire l'arôme de menthe dans un Cabernet Sauvignon, je vous conseille fortement de goûter un vin de Coonawarra, et là vous n'aurez plus aucun doute et vous saurez le reconnaître à chaque fois. Et la dernière région qui est au programme du WSET, c'est dans la région de Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande, qui produit également des super cabernets. En termes de vinification, comment on va travailler le Cabernet Sauvignon ? En fait, il faut savoir que jeune, il est quasi imbuvable et que le recours au chêne est presque systématique pendant des mois, voire des années. On l'associe en général à d'autres cépages, assez souvent au merlot pour assouplir ses tanins et son acidité, spécifiquement dans les années où il a du mal à grandir. Mais d'ailleurs, cette acidité et ces tanins, c'est ce qui vont être des conservateurs pour le vin et qui vont lui permettre d'atteindre un potentiel de garde sur 10, 20, 30, voire plus. On passe au bonus de la vidéo, qui est le jugement de Paris. C'est un petit retour historique qui va mettre une petite claque à l'ego des Français. On est en 1976, il y a un marchand de vin britannique qui s'appelle Steven Spurrier qui organise une grande dégustation à l'aveugle entre les vins des plus grands châteaux français, notamment bordelais. On va avoir Aubryon, Lafite, Rothschild, et va les opposer à des vins californiens pour l'instant inconnus. Les juges, que des Français, et parmi les meilleurs œnologues de l'époque. Et le résultat, vous vous en doutez, c'est le Cabernet Sauvignon de Stag's Leap Wine Cellars, dans la Napa, qui arrive premier, devant tous les grands crus bordelais, et ça a fait vraiment l'effet d'une bombe dans le monde du vin, et ça a montré qu'en fait, les vins du Nouveau Monde, en particulier la Napa, étaient capables de rivaliser, et même de surpasser les grands vins français. Depuis, la Napa, c'est vraiment devenu une référence mondiale pour le Cabernet Sauvignon et pour le vin en général, et d'ailleurs, les prix ont suivi, et on retrouve des vins californiens aujourd'hui bien plus chers que certains grands crus français.